La jeune veuve s'était enfuie dans un hameau isolé des Cévennes, mais elle y retrouva une part de son passé qui allait tout changer. Manon serrait le bébé contre sa poitrine tout en grimpant le long du chemin de montagne rocailleux. Derrière elle, ses 3 autres enfants peinaient à suivre. Chloé, âgée de 9 ans, portait un sac à dos presque aussi grand qu'elle, dont les bretelles lui cisaillaient les épaules menues. Léo, 7 ans, tirait une valise cabossée dont les roulettes cassées crissaient sinistrement contre les pierres, un son strident qui semblait amplifier le silence hostile de la montagne. Et le petit Hugo, tout juste 5 ans, s'agrippait désespérément à la jupe de sa mère, ses grands yeux rougis par les larmes silencieuses et une fatigue qui dépassait sa jeune endurance. Ils avaient marché toute la nuit, puis une bonne partie de la matinée, fuyant Lyon comme si l'enfer lui-même était à leur trousse. D'une certaine manière, c'était le cas. La dette que Stéphane, son mari, avait laissée avant de trouver la mort dans cet accident de chantier, était devenue une ombre gigantesque, une créature vorace qui les pourchassait sans relâche. Manon, dans son désarroi, ne parvenait toujours pas à comprendre comment une somme déjà conséquente avait pu enfler de manière si exponentielle en si peu de temps. Les intérêts, disait-on. Puis vinrent les menaces, les visites de plus en plus agressives du créancier, Nicolas Fournier, jusqu'à cette nuit terrible où cet homme était apparu sur son seuil, un regard dans les yeux qui lui avait glacé le sang jusqu'à la moelle. « Si tu ne peux pas payer, Manon, il y a d'autres moyens de régler les comptes, » avait-il susurré, son regard se détournant délibérément vers la chambre où dormaient les enfants. Cette même nuit, aux premières lueurs de l'aube, Manon avait rassemblé le peu qu'il possédait et s'était enfui. Le chemin de montagne se faisait de plus en plus étroit, serpentant au bord de précipices vertigineux où le vent sifflait comme une complainte ancestrale, un chant funèbre pour les âmes perdues. Manon ne savait pas vraiment où elle allait. Elle se souvenait seulement, de manière vague et éthérée, que son père, Jean-Luc Martin, mort il y a si longtemps que son visage n'était plus qu'une tache floue dans sa mémoire, lui avait parlé une fois d'un refuge dans les montagnes, un endroit où les pierres elles-mêmes gardaient des secrets. « Maman, j'en peux plus » gémit Hugo, s'effondrant sur un rocher plat, son petit corps tremblant de sanglots contenus. « Encore un petit effort, mon amour. » Juste un peu plus loin, mentit Manon, bien qu'elle sente elle-même ses propres jambes flageoler, menaçant de la lâcher à chaque pas. Le bébé, Lucas, pleurait doucement contre son épaule, un gémissement faible de faim et de peur. C'est alors que Chloé, toujours la plus observatrice, pointa un doigt tremblant vers l'avant. « Maman, regarde !» Entre 2 énormes rochers qui semblaient former une muraille infranchissable, une ouverture étroite se dessinait. Et au-delà, comme suspendu hors du temps, un petit hameau composé d'axes en grave peine 3 ou 4 vieilles maisons en pierre. Une fine volute de fumée s'élevait paresseusement d'une cheminée vers le ciel couvert. Il n'y avait aucun signe de vie moderne, ni poteaux électriques, ni antennes, ni le vrombissement lointain d'un moteur. Rien que le silence, le vent et le murmure distant d'un ruisseau. Manon sentit une étrange oppression dans sa poitrine, une sensation indéfinissable, un mélange de peur panique et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait à un souvenir qu'elle n'avait jamais consciemment vécu. Ils s'approchèrent lentement, avec la prudence d'animaux traqués. La première maison était littéralement encastrée entre 2 rochers géants, comme si un ancien bâtisseur avait décidé d'utiliser la formation naturelle de la montagne pour créer un abri. Le toit était fait de vieilles lauses couvertes de mousse. Une porte en bois usée par les siècles s'ouvrit lentement, et une femme âgée apparut. Elle devait avoir bien plus de 70 ans, peut-être 80. Son visage était un parchemin de rides, aussi crevassé que l'écorce d'un vieux chêne. Mais ses yeux. Ses yeux étaient d'un brun profond et brillant, emplis d'une lumière que Manon ne s'attendait pas à trouver dans ce lieu oublié du monde. L'aïeul resta immobile sur le seuil, la fixant intensément. Puis, comme si une vérité impossible venait de se confirmer dans son esprit, elle ouvrit la bouche et murmura un seul mot, « Valérie ». Manon cligna des yeux, confuse. « Non. Je m'appelle Manon. » Un vieil homme apparut derrière la femme. Grand, voûté par le poids des années, il portait un chapeau de paille effiloché. Lui aussi regardait Manon comme s'il voyait un fantôme. Ses mains tremblantes s'élevèrent vers son propre visage dans un geste de stupeur. « Non, ce n'est pas Valérie », murmura la vieille femme sans quitter Manon des yeux. « C'est sa fille. C'est elle. » Jean-Luc avait raison. Elle est revenue. Manon sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Qui est Valérie ? Vous. Vous avez connu mon père ? » Il s'appelait Jean-Luc Martin. Les 2 vieillards échangèrent un regard lourd de sens,
un regard qui contenait des décennies de silence, de promesses gardées et de secrets enfouis comme des trésors. « Entre, mon enfant, dit la vieille femme en s'écartant. Fais entrer les petits. Vous avez beaucoup marché, et vous avez beaucoup de choses à entendre. » Le vieil homme disparut à l'intérieur de la maison et revint avec de l'eau fraîche dans des pichets en terre cuite et des crêpes chaudes enveloppées dans un torchon brodé. Les enfants se jetèrent sur la nourriture avec un appétit désespéré, mais Manon pouvait à peine déglutir. Quelque chose dans la manière dont ces deux vieillards la regardaient, avec une tendresse mêlée de solennité, lui nouait l'estomac d'anxiété. « Assieds-toi, » ordonna doucement la vieille femme en lui désignant une chaise près de la table en bois sombre. Manon obéit, serrant toujours le bébé endormi contre elle. « Je m'appelle Monique, et voici mon mari, Pierre. Et nous? Nous avons très bien connu ton père, Jean-Luc Martin. Mieux que bien. Il nous a confié quelque chose de très important il y a de nombreuses années, quelque chose que nous avons attendu tout ce temps pour pouvoir te le remettre. » Manon sentit un nœud se former dans sa gorge. « Mon père est mort quand j'avais 8 ans. Je me souviens à peine de lui. Il y a toujours eu des rumeurs, comme quoi il avait des affaires, des terres, mais ma mère n'a jamais voulu en parler. Quand elle est morte à son tour, je me suis retrouvé seul. Ta mère, dit Monique d'une voix douce mais ferme, avait peur. Peur que certaines personnes découvrent ce que ton père avait laissé. C'est pour ça qu'elle t'a éloigné de tout ça. Mais ton père savait qu'un jour, tu en aurais besoin. » Pierre se racla la gorge. « Il nous a fait jurer de tout garder jusqu'à ce que tu arrives. Il a dit que nous saurions quand le moment serait venu. Et te voilà. Fuyant quelque chose de terrible, n'est-ce pas ?» Manon hocha la tête, les larmes dévalant ses joues. « Une dette. Le créancier a menacé mes enfants. » Les visages des vieillards se durcirent. « Alors, le moment est venu, » murmura Monique. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, le bruit d'un moteur déchira le silence du hameau. Un moteur qui approchait par le chemin de montagne, tout sautant et grognant contre les pierres. Manon se leva d'un bond, la terreur pure se dessinant sur son visage. Non. Ce n'est pas possible. Chloé courut vers la petite fenêtre et regarda dehors. Lorsqu'elle se tourna vers sa mère, sa voix n'était qu'un filet. « Maman. C'est lui. C'est le méchant monsieur. » Le créancier avait trouvé le hameau, et il n'était pas venu seul. La vieille Renault 4 fourgonnette poussiéreuse s'arrêta devant la maison dans un crissement de freins usés. Le moteur continua de tourner quelques secondes, crachant une fumée noire avant de s'éteindre dans un dernier soupir mécanique. Deux hommes descendirent du véhicule. Le premier était Nicolas Fournier, le créancier, un homme d'environ 45 ans, vêtu d'un jean et d'une chemise à carreaux. Son visage était buriné par le soleil et marqué par une cicatrice qui lui barrait le sourcil droit. Il n'était pas particulièrement grand ni imposant, mais il y avait quelque chose dans sa façon de se mouvoir, calculée, patiente, implacable, qui glaçait le sang. Le second homme était plus jeune, peut-être 30 ans, costaud, les bras couverts de tatouages et une casquette de baseball enfoncée jusqu'aux sourcils. Il resta près de la fourgonnette, les bras croisés, tandis que Nicolas se dirigeait vers la porte. Manon recula instinctivement, serrant le bébé contre sa poitrine. Les autres enfants se collèrent à elle comme des poussins effrayés. Monique se leva avec une agilité surprenante pour son âge et se plaça entre Manon et la porte. Pierre, plus lent mais tout aussi résolu, prit son bâton en bois noueux et se posta à côté de sa femme. Le coup frappé à la porte résonna comme un coup de tonnerre. « Manon » appela Nicolas de l'extérieur, sa voix calme mais perçante. « Je sais que tu es là. J'ai vu les enfants par la fenêtre. Je ne suis pas venu pour faire de mal à qui que ce soit. Je suis juste venu chercher ce qui m'appartient. » Monique regarda Manon avec dureté. « Combien dit-il que tu lui dois ? » 5 000 €, murmura Manon, la honte se mêlant à la terreur. « Mais il dit qu'avec les intérêts, c'est maintenant 10 000. Je n'ai rien. J'ai vendu tout ce que nous avions et ça a à peine suffi pour payer le loyer en retard avant de fuir. » Pierre serra la mâchoire. « Ce fils de... Pierre !» Le coupa Monique. Puis, élevant la voix vers la porte, « Cette famille est sous notre protection. Elle n'a rien à vous donner. Allez-vous-en. » Il y eut un silence. Puis un rire sec. La protection de deux vieillards au milieu de nulle part? Nicolas poussa la porte, mais elle était verrouillée de l'intérieur.
Manon, sois raisonnable. Je te l'ai déjà dit. Si tu n'as pas d'argent, il y a d'autres moyens de régler ça. Le grand garçon a l'air costaud. Il peut travailler avec moi quelques années, m'aider dans mes tournées dans les villages. D'ici ces 15 ans, la dette sera remboursée. Jamais. Hurla Manon, sa voix se brisant. Je ne te donnerai pas mon fils. Léo, le garçon de 7 ans, s'agrippa à la taille de sa mère, tremblant de tous ses membres. Chloé, les yeux grands ouverts, fixait la porte comme si elle pouvait la transpercer du regard et faire disparaître l'homme. Ce n'est pas négociable, insista Nicolas. Ton mari a signé des papiers, fait des promesses. Et quand un homme ne tient pas ses promesses, quelqu'un doit payer. De préférence, la famille. Monique échangea un regard rapide avec Pierre. Quelque chose passa entre eux. Une décision silencieuse, forgée par des décennies de mariage. Le vieil homme hocha la tête presque imperceptiblement. Attendez, dit Monique, sa voix maintenant plus calme. Donnez-moi un instant pour parler avec elle. Peut-être que nous pourrons trouver un arrangement. Nicolas resta silencieux de l'autre côté. Vous avez 5 minutes. Ensuite, j'entre. Avec ou sans permission. Monique se tourna vers Manon et la prit par le bras, l'entraînant vers le coin le plus reculé de la maison, où un rideau de tissu délavé séparait une petite alcôve. Pierre resta à surveiller la porte, son bâton serré dans ses mains tremblantes. « Écoute-moi bien, mon enfant, » murmura Monique, ses yeux plantés dans ceux de Manon. « Ce que je vais te dire doit rester entre nous pour l'instant. Ton père, Jean-Luc, n'était pas un homme ordinaire. Il a travaillé toute sa vie dans les mines de charbon de ces montagnes, mais c'était aussi un homme prévoyant. Il savait que le monde est cruel, que les familles se brisent, que les veuves et les orphelins sont laissés à la merci des vautours. » Manon cligna des yeux, confuse. « Quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Ton père a laissé quelque chose pour toi, quelque chose d'important. Mais les documents, les titres de propriété, tout est caché, et nous avons besoin de temps pour les récupérer. Si cet homme entre maintenant et fait un scandale, nous menace ou devient violent, nous perdrons notre chance. » Qu'a-t-il laissé? Demanda Manon, sa voix n'étant plus qu'un filet d'espoir désespéré. Monique hésita. Des terres, des économies, des preuves que ta mère avait droit à un héritage qu'elle n'a jamais réclamé. Ton père nous a tout confié avant de mourir, nous faisant jurer de ne te le remettre que lorsque tu serais prête, ou lorsque tu en aurais besoin pour te sauver. Manon sentit ses genoux se dérober. Pourquoi? Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle jamais rien dit? Parce qu'elle avait peur, répondit Monique avec tristesse. Peur que les mêmes qui ont pourchassé ton père ne viennent vous chercher. Alors elle t'a éloigné de tout ça. Mais ton père savait qu'un jour, tu reviendrais. Le temps est écoulé. Cria Nicolas de l'extérieur. La porte craqua sous un coup violent. L'autre homme, celui au tatouage, s'était approché et l'aidait à pousser. Pierre cala son bâton contre la porte de toutes ses forces. Encore un instant. Monique serra les épaules de Manon. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Je vais sortir et parler à cet homme. Je vais gagner du temps. Toi, reste ici avec les enfants et ne sors sous aucun prétexte. Tu comprends? Manon hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Mais... Et s'il vous fait du mal? Un sourire triste traversa le visage ridé de Monique. Mon enfant, j'ai 82 ans. J'ai vu des guerres, des sécheresses, des morts et des miracles. Cet homme ne me fait pas peur. Monique sortit de derrière le rideau et marcha vers la porte d'un pas lent mais ferme. Pierre lui fit de la place. De ses mains tremblantes, la vieille femme retira le verrou. La porte s'ouvrit brusquement. Nicolas entra, suivi de son acolyte. Il balaya du regard la modeste maison, les murs de pierre, les meubles anciens, l'âtre, les images pieuses accrochées avec des clous rouillés. Ses yeux se posèrent sur Manon, blottie dans le coin avec ses 4 enfants. Bien, dit Nicolas en retirant son chapeau dans un geste de fausse courtoisie. Nous y voilà, Manon. Je sais que c'est difficile, mais la dette sera payée. Attendez. L'interrompit Monique. Nicolas se tourna vers elle, un sourcil levé. Ah oui? Et avec quoi? Des poules? Des prières? Avec de l'argent, répondit Monique d'une voix ferme.
Mais nous avons besoin de 2 jours pour le trouver. Nicolas éclata de rire. 2 jours, madame. Avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas un magasin où l'on demande un crédit. Cette femme me doit de l'argent depuis des mois. J'ai été assez patient. 3 jours, insista Monique. 3 jours et vous aurez votre argent. La totalité, 10 000 euros. Mais si vous touchez à cette famille maintenant, je vous jure devant la Sainte Vierge que vous ne verrez pas un seul centime. Nicolas étudia le visage de la vieille femme. Il y avait dans ses yeux une détermination féroce à laquelle il ne s'attendait pas. Il regarda son acolyte, qui haussa les épaules. D'accord, dit finalement Nicolas. 3 jours. Mais si lundi à midi je n'ai pas mon argent, j'emmène le garçon. Et cette fois, ce ne sera pas négociable. Il remit son chapeau et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se tourna vers Manon. Et si tu essaies de t'enfuir encore une fois, je te retrouverai. Je retrouve toujours ceux qui me doivent de l'argent. La porte se referma. La fourgonnette démarra dans un vrombissement et s'éloigna sur le chemin rocailleux, laissant derrière elle un sillage de poussière qui brillait dans la lumière du crépuscule. Manon s'effondra sur le sol, sanglotant. Les enfants l'entourèrent, pleurant aussi. Monique s'agenouilla à côté d'elle, l'entourant de ses bras fragiles mais fermes. « Calme-toi, mon enfant, calme-toi. Tout va bien se passer. »« Comment » gémit Manon. « Comment allons-nous trouver 10 000 euros en 3 jours ?» Pierre s'approcha et posa une main sur la tête de Manon. « Parce que ton père les a déjà laissés pour toi. Et bien plus encore. Mais d'abord, nous devons aller les chercher. » Manon leva un regard confus. « Aller où » Monique montra la fenêtre, vers l'horizon où les montagnes des Cévennes se dressaient comme des géants endormis. « À l'ancienne mine. C'est là que ton père a tout caché. C'est là que se trouve ton héritage. Mais pourquoi le cacher dans une mine » Les yeux de Pierre brillèrent d'un éclat respectueux. « Parce que ton père savait que les papiers et l'argent ne seraient en sécurité que dans un endroit où personne d'autre n'oserait entrer. Un endroit que tout le monde croit maudit. » Manon sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Maudit » Monique hocha lentement la tête. « L'ancienne mine de charbon de Saint-Jérôme. Fermée il y a 30 ans après qu'un éboulement a tué cet homme. Personne n'y est entré depuis. On dit que les esprits des mineurs errent encore dans les galeries, cherchant la sortie qu'ils n'ont jamais trouvée. Mais ton père connaissait cette mine comme sa poche, continua Pierre. Et avant de mourir, il nous a fait une carte. Il nous a dit exactement où chercher. Demain, à l'aube, nous irons ensemble. » Manon déglutit. « Et si ? Et si on ne trouve rien ?» Personne ne répondit. Car la vérité était que s'il ne trouvait pas l'héritage, dans 3 jours, Nicolas Fournier reviendrait. Et cette fois, il emmènerait Léo. L'aube arriva, froide, sur les Cévennes. Une brume épaisse rampait entre les rochers comme un animal paresseux, dissimulant les précipices et transformant le paysage en un décor fantomatique. Manon avait peu dormi, serrant ses 4 enfants contre elle sur la paillasse que Monique lui avait préparée. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Nicolas. Elle entendait sa menace. « J'emmène le garçon. » Quand Monique la réveilla d'un contact doux sur l'épaule, le ciel commençait à peine à se teinter de gris. « C'est l'heure, mon enfant. Le plus tôt nous partirons, le mieux ce sera. » Manon se leva avec précaution pour ne pas réveiller les enfants. Chloé ouvrit immédiatement les yeux, toujours alerte. « Où tu vas, maman ?»« Régler quelque chose d'important, mon amour. Reste ici avec tes frères. Ne sortez pas de la maison. Monique va vous laisser à manger. »« Tu vas revenir ?» demanda la fillette d'une petite voix. Manon sentit son cœur se briser. Elle s'agenouilla à côté de sa fille et la serra fort dans ses bras. « Je reviendrai toujours, toujours. Je te le promets. » Dehors, Pierre était déjà prêt. Il portait un vieux sac en toile en bandoulière, une grosse et lourde lampe de poche à main, et une pioche courte dont le manche était usé par des années d'utilisation. Monique portait un thermos de café chaud et des crêpes enveloppées dans un torchon. « La mine est à 2 heures de marche, » expliqua Pierre alors qu'il commençait à grimper par un sentier à peine visible à travers les broussailles. « Ton père et moi y avons travaillé ensemble pendant 15 ans. Nous connaissons chaque galerie, chaque veine,
chaque recoin où le plafond est bas ou le sol instable. Manon marchait derrière eux, luttant contre la fatigue et la peur. Le vent sifflait entre les rochers, apportant l'odeur de terre mouillée et de pin. À mesure qu'ils montaient, la végétation se faisait plus rare et les pierres plus grosses, comme si la montagne elle-même essayait de les expulser. « Pourquoi mon père a-t-il choisi cet endroit ?» demanda Manon, haletant sous l'effort. « S'il était si dangereux. » Précisément pour ça, répondit Monique sans se retourner. Parce que personne n'oserait y chercher quoi que ce soit. Ton père n'était pas un idiot, mon enfant. Il savait qu'il y avait des gens qui l'épiaient, qui voulaient savoir où il gardait ses économies. Des hommes envieux, des associés qui l'ont trahi, même des membres de sa famille qui ne voyaient en lui qu'une source d'argent. Ma mère le savait ? Demanda Manon à voix basse. Monique s'arrêta un instant, la regardant par-dessus son épaule. Ta mère le savait. Mais après l'éboulement, après la mort de ces 7 hommes, elle a juré de ne jamais retourner dans cet endroit. Elle était terrifiée par la mine. Elle disait que son esprit l'appelait depuis les profondeurs, lui demandant d'entrer pour ne jamais en sortir. Manon frissonna. Et vous ? Vous n'avez pas peur ? Pierre laissa échapper un rire sec. À mon âge, la peur est un luxe que je ne peux plus me permettre. De plus, ton père m'a fait promettre quelque chose avant de mourir, que si un jour tu venais, je t'emmènerais. Il a dit que c'était ton droit, ton héritage. Et un homme tient ses promesses. Ils marchèrent en silence pendant une autre heure. Le soleil commençait à poindre entre les sommets, mais la brume restait épaisse, transformant chaque arbre et chaque rocher en une silhouette menaçante. Manon entendait sa propre respiration haletante, le crissement des pierres sous ses pieds, le croassement lointain d'un corbeau. Puis Pierre s'arrêta. La voilà. Manon leva les yeux et la vit. L'entrée de l'ancienne mine de charbon de Saint-Jérôme était une bouche sombre creusée à flanc de montagne, entourée de poutres de bois pourries et de ferrailles rouillées. Une pancarte en métal pendait de travers, avec des lettres à peine lisibles, danger, fermé PAR arrêté préfectoral. Autour de l'entrée, le sol était couvert de débris, pierres, morceaux de métal tordus, vieux casques de mineurs, outils cassés. Et, plus troublant encore, il y avait des fleurs fanées et des bougies consumées, comme si quelqu'un continuait de venir y laisser des offrandes. Les familles des morts viennent chaque année, expliqua Monique en désignant les bougies. Le jour de la Toussaint. Elles disent que leurs esprits n'ont jamais trouvé la paix. Manon déglutit. L'air qui sortait de la mine était froid et sentait l'humidité, la terre profonde, quelque chose d'ancien et d'oublié. De l'intérieur parvenait un son étrange, un goutte à goutte constant et, plus lointain, quelque chose qui ressemblait à un soupir ou au vent piégé. « Es-tu sûr de vouloir entrer ?» demanda Pierre en la regardant fixement. Manon pensa à Léo, à son petit visage effrayé quand Nicolas avait menacé de l'emmener. Elle pensa à Chloé, à Hugo, au bébé Lucas. Elle pensa à tout ce qu'elle avait perdu et à tout ce qu'elle pouvait encore perdre. « J'en suis sûre, dit-elle d'une voix ferme. Pierre hocha la tête et sortit la lampe de poche. Il l'alluma d'un clic, et un faisceau de lumière jaunâtre transperça l'obscurité de l'entrée. « Alors, suis-moi et ne t'éloigne pas. Cet endroit est un labyrinthe. » Ils entrèrent. La température chuta immédiatement. Les parois de roche humide brillaient sous la lumière de la lampe, couvertes de mousse et de taches noires. Le plafond était bas par endroits, les forçant à se baisser. Leurs pas résonnaient étrangement, comme si quelqu'un d'invisible marchait derrière eux. La mine a 3 niveaux, expliqua Pierre en avançant. L'éboulement a eu lieu au 2e niveau, dans la galerie. C'est là que les hommes sont morts. Ton père a tout caché au 3e niveau, dans une chambre secrète que seul lui et moi connaissions. C'est encore loin ? Demanda Manon, la voix légèrement tremblante. Encore 20 minutes. Ils continuèrent d'avancer. Le goutte à goutte de l'eau se faisait plus fort. À un moment, Manon crut entendre des voix lointaines, comme des murmures ou des lamentations. Mais quand elle s'arrêta pour mieux écouter, il n'y avait que le silence. « Vous avez entendu ça ?» chuchota Théel. « Il n'y a rien, dit rapidement Monique. C'est juste le vent piégé dans les galeries. Il fait écho, il trompe les oreilles. » Mais sa voix semblait tendue. Ils arrivèrent à une bifurcation. La galerie se divisait en deux, une à gauche, plus étroite et sombre, l'autre à droite, plus large mais avec le sol couvert de débris. Pierre hésita.
Qu'est-ce qui se passe? Demanda Manon. Je ne me souviens plus. Ça fait 30 ans. Le vieil homme fronça les sourcils, balayant la lampe d'un côté à l'autre. L'une de ces galeries mène au 3e niveau. L'autre, au lieu de l'éboulement. Monique s'approcha de son mari. Pierre, réfléchis bien. Nous ne pouvons pas nous tromper. Le vieil homme ferma les yeux, comme pour essayer de retrouver une carte mentale gravée des décennies plus tôt. À gauche, dit-il finalement. C'est à gauche. J'en suis sûr. Vous êtes sûr? Insista Manon. Oui. Fais-moi confiance. Ils s'engagèrent dans la galerie de gauche. Elle était plus étroite, à tel point que Manon dut se mettre de côté à certains passages. Les parois semblaient se refermer sur eux. L'air devenait plus lourd, plus difficile à respirer. Et c'est alors qu'ils entendirent quelque chose qui leur glaça le sang, un craquement sourd, profond, comme si la montagne elle-même se réveillait. Pierre, murmura Monique en s'agrippant au bras de son mari. Le craquement se répéta, plus fort cette fois. De petites pierres commencèrent à tomber du plafond. Une poussière ancienne se détacha des murs. Reculez! Cria Pierre. Vite! Mais avant qu'il ne puisse bouger, un fracas assourdissant remplit la galerie. Un large PAN du plafond se détacha, tombant juste devant eux et bloquant le chemin du retour. La lampe de poche tomba au sol et s'éteignit, les plongeant dans une obscurité absolue. Manon cria, et au milieu de la poussière, du silence et des ténèbres, elle entendit quelque chose qui lui donna la chair de poule, un rire doux, lointain, résonnant depuis les profondeurs de la mine. Un rire qui n'était pas humain. La poussière mit plusieurs secondes à retomber. Manon toussait violemment, les mains tendues dans l'obscurité totale, ne touchant que l'air et des parois humides. Son cœur battait si fort qu'elle sentait le pouls dans ses tempes. Monique. Pierre. Cria-t-elle, la voix brisée. Je suis là, mon enfant, répondit Monique de quelque part à proximité. Je vais bien. Pierre, où es-tu? Je cherche la lampe, grogna le vieil homme. On entendit le frottement de ses mains contre le sol pierreux, puis un clic, et finalement le faisceau de lumière jaunâtre illumina de nouveau la galerie. Le verre de la lampe était fissuré, mais elle fonctionnait encore. Ils regardèrent en arrière. Le chemin par où ils étaient venus était complètement bloqué par des rochers et des débris. Ce n'était pas un éboulement massif, mais suffisant pour leur barrer la route. On peut bouger les pierres? Demanda Manon, essayant de maîtriser la panique dans sa voix. Pierre s'approcha, éclairant les décombres. Il poussa un gros rocher avec son épaule, mais il bougea à peine. Ça nous prendrait des heures. Et faire du bruit pourrait provoquer un autre éboulement. Alors. Nous sommes coincés, murmura Manon. Non, dit fermement Pierre. Les mines ont toujours des sorties alternatives, des puits de ventilation, des galeries latérales. Nous devons juste atteindre le 3e niveau. De là, il y a une autre façon de sortir. Monique se signa. Sainte Vierge, protégez-nous. Ils continuèrent d'avancer, avec plus de prudence maintenant. Chaque craquement du bois pourri, chaque goutte d'eau tombant du plafond les faisait s'arrêter et retenir leur souffle. L'air devenait plus dense, plus difficile à avaler. Manon sentait la claustrophobie lui serrer la poitrine. Ce rire. Que nous avons entendu. Commença-t-elle, mais Monique l'interrompit. C'était le vent, ou l'écho de nos propres voix. Cet endroit joue des tours au sens, mon enfant. Ne donne pas de pouvoir à tes peurs. Mais même en le disant, Monique regardait par-dessus son épaule, comme si elle-même ne croyait pas entièrement à ses propres paroles. Après 10 autres minutes de marche angoissante, la galerie s'ouvrit sur une chambre plus vaste. Les murs ici étaient renforcés par des poutres métalliques rouillées. Il y avait de vieux rails au sol, ceux-là même qui avaient autrefois transporté des wagonnets remplis de charbon. Dans un coin, un casque cabossé et une pelle cassée. Nous sommes au 2e niveau, annonça Pierre. C'est ici que... Sa voix s'éteignit. Qu'ils sont morts? Compléta Manon. Le vieil homme hocha lentement la tête. C'était un samedi après-midi. Je me souviens du jour exact, le 12 octobre. Nous finissions notre service quand nous avons entendu le premier grondement. Ton père m'a tiré par le bras et nous avons couru vers la sortie. Mais les 7 autres n'ont pas eu le temps.
La montagne les a avalés en quelques secondes. Il éclaira le fond de la chambre. Il y avait une galerie effondrée, scellée par des tonnes de roches et de terre. Quelqu'un avait placé cette croix en bois devant les décombres. Les noms y étaient gravés au couteau: Henri Dubois, Louis Bernard, Michel Leroy, Marcel Moreau, Georges Roux, René Durand, Paul Petit. Ton père les connaissait tous, dit doucement Monique. Surtout Henri. Ils étaient très amis. Après l'éboulement, ton père n'a plus jamais été le même. Il est devenu plus réservé, plus obsédé par la protection de ce qu'il possédait. Il disait que la vie était fragile, qu'elle pouvait s'arrêter en une seconde, et qu'il devait assurer l'avenir de sa famille. Manon s'approcha des croix. Elle ressentit une tristesse profonde, comme si la douleur de ses morts flottait encore dans l'air. Pourquoi n'ont-ils pas complètement fermé la mine? Parce qu'il y avait encore du charbon à l'intérieur. Des millions d'euros de charbon, expliqua Pierre. La compagnie voulait rouvrir, embaucher de nouveaux hommes, creuser de nouvelles galeries. Mais les familles ont protesté. Il y a eu des manifestations, des procès. Finalement, le gouvernement a ordonné la fermeture permanente. Mais à ce moment-là, ton père avait déjà déplacé tout ce qui était important au 3e niveau. Comment on descend? Demanda Manon. Pierre éclaira vers la droite. Il y avait un puits vertical étroit avec une échelle en métal encastrée dans la paroi. Les barreaux étaient rouillés et certains manquaient. Par là. Très prudemment. Ils descendirent un par un. Manon était au milieu, avec Monique devant et Pierre fermant la marche. Chaque barreau craquait sous leur poids. Certains bougeaient dangereusement. À mi-chemin, l'un des barreaux céda sous le pied de Monique, mais Manon la retint juste à temps. « Merci, mon enfant », haleta la vieille femme. Ils touchèrent enfin un sol ferme. Le 3e niveau était différent. Plus froid, plus sombre. Le plafond était plus haut et les parois montraient des veines brillantes de minerai, des incrustations qui brillaient comme des larmes gelées. Le sol était couvert d'eau jusqu'aux chevilles, une eau glaciale et noire. Par ici, dit Pierre, les guidant vers une galerie latérale. La chambre est au bout de ce couloir. Ton père l'a creusé lui-même pendant des mois, après ses services. Personne d'autre ne connaissait son existence. Ils marchèrent en pataugeant dans l'eau. Manon sentait ses pieds s'engourdir par le froid. Sa respiration formait des nuages de vapeur. Puis Pierre s'arrêta devant une paroi de roche qui semblait solide. Il passa la main sur la surface jusqu'à trouver une fissure à peine visible. « Aide-moi » dit-il à Manon. Ensemble, ils poussèrent. La roche pivota, révélant qu'il s'agissait en réalité d'une porte déguisée, une grande dalle montée sur des charnières dissimulées. Derrière se trouvait une petite chambre, de la taille d'une modeste pièce. Pierre éclaira l'intérieur. Manon retint son souffle. Il y avait des caisses en bois empilées contre les murs, 3 coffres en métal, et sur une table improvisée faite de planches, une lampe à huile et des documents enveloppés dans une toile cirée épaisse pour les protéger de l'humidité. « Tout est là » murmura Pierre. « Ton héritage. » Manon entra lentement, comme si elle marchait dans un rêve. Elle s'approcha de la table et, de ses mains tremblantes, déballa l'un des paquets. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des titres de propriété, des certificats bancaires, des lettres notariées, et une lettre manuscrite à l'écriture tremblante. « Pour ma fille Manon », lut-elle à voix haute. « Si tu lis ceci, cela signifie que tu as enfin trouvé ce que j'ai laissé pour toi. Pardonne-moi de ne pas te l'avoir donné de mon vivant. Pardonne-moi d'avoir été un père absent, plus engagé dans son travail que dans sa famille. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en pensant à ton avenir. Ces terres, ces économies, sont à toi. Utilise-les pour vivre dans la dignité. Utilise-les pour protéger tes enfants. Et souviens-toi que même si je n'ai pas été souvent avec toi, je t'ai toujours aimé. Ton père, Jean-Luc Martin. » Les larmes coulaient sur les joues de Manon. Monique la prit par les épaules. « Combien de terres » demanda Manon d'une voix brisée. Pierre examina les documents. D'après ceux-ci, 200 hectares aux abords de Mende, plus une maison de campagne à Florac. Et les certificats bancaires. Il fit une pause en comptant, totalise 50 000 euros. Certains sur de vieux comptes, mais avec les intérêts accumulés pendant toutes ces années. Manon porta les mains à sa bouche. C'est assez. C'est plus qu'assez pour payer la dette et recommencer à zéro.
Bien plus que ça, mon enfant, dit Monique en souriant. Ceci te donne un avenir, un vrai foyer. Manon ouvrit l'un des coffres. À l'intérieur se trouvaient des objets que son père avait probablement fabriqués pendant son temps libre à la mine, des bijoux simples, quelques pièces anciennes. Dans un autre coffre, des vêtements de bébé soigneusement pliés, comme si son père avait gardé des souvenirs de quand elle était petite. Nous devons tout emporter, dit Pierre, surtout les documents. Sans eux, tu ne pourras rien réclamer. Comment allons-nous sortir tout ça? Demanda Manon en regardant les caisses et les coffres. Nous ferons plusieurs voyages. Mais sortons d'abord avec l'essentiel, les papiers. Pierre enveloppa les documents les plus importants dans son sac. Manon prit la lettre de son père et la serra contre sa poitrine. Ils étaient sur le point de sortir quand Monique se figea. « Vous avez entendu ça ?» Ils firent silence, et alors ils l'entendirent clairement. Des pas. Quelqu'un d'autre était dans la mine. Et ses pas se rapprochaient. Pierre éteignit immédiatement la lampe. L'obscurité les enveloppa comme une lourde couverture. Tous les trois se plaquèrent contre le mur de la chambre secrète, retenant leur souffle. Les pas se firent plus proches, pataugeant dans l'eau, accompagnés maintenant de voix. « Ça doit être par ici, » dit quelqu'un, une voix d'homme rauque, impatiente. « T'es sûr ? » « Cet endroit me file la frousse, » répondit un autre. Manon reconnut cette première voix. C'était Nicolas Fournier, le créancier. Il était entré dans la mine, et il n'était pas seul. Manon serra la lettre de son père contre sa poitrine, essayant de contrôler les tremblements de son corps. Dans l'obscurité absolue de la chambre secrète, chaque son était amplifié. Le goutte à goutte de l'eau, sa propre respiration saccadée, les battements de son cœur résonnant dans ses oreilles. Les pas et les voix se rapprochaient de plus en plus. « Ils ne peuvent pas nous voir ici, » chuchota Pierre, si bas que Manon dut se pencher pour l'entendre. « S'ils découvrent cette chambre, s'ils voient les documents. » Chut, siffla Monique. La lumière d'une lampe de poche plus puissante que celle de Pierre, probablement une de ces lampes modernes à grosses piles, commença à balayer la galerie extérieure. Les faisceaux de lumière se filtraient par la fente de la fausse porte, dessinant de fines lignes dans l'obscurité de la chambre. « Regarde toutes ces marques au sol, » dit la seconde voix, celle du jeune homme au tatouage, Antoine. Quelqu'un est passé par ici récemment. Les empreintes dans la boue sont fraîches. Je le savais, répondit Nicolas avec satisfaction. Cette vieille menteuse a dit qu'il lui fallait 3 jours pour trouver l'argent. D'où allait-elle le sortir? De nulle part? Non, ils sont venus ici pour chercher quelque chose. Et si elle est venue, c'est qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine. Mais, chef, cet endroit est maudit. Tout le village le dit. Cet homme sont morts ici. Leurs esprits. Les esprits ne paient pas les dettes, Antoine, le coupa Nicolas avec impatience. L'argent, si. Et si cette veuve a quelque chose de caché dans cette mine, je vais le trouver. Ils me le doivent. Le mari a signé des papiers, et quand un homme ne peut pas payer, sa famille répond. Les lumières continuaient de bouger, explorant chaque recoin de la galerie. Manon pouvait maintenant voir les silhouettes des 2 hommes à travers la fente. Nicolas portait de lourdes bottes de travail et un gilet multipoche. Antoine, le jeune, portait une barre de fer. « Et si tu ne trouves rien ?» demanda Antoine. « Alors j'emmène le gamin. Comme je l'ai dit. Ce môme a l'air costaud. En 2 ou 3 ans de travail, il peut rembourser la dette. » Manon dut se mordre la lèvre pour ne pas crier. Elle sentit la main de Monique serrer son bras, lui demandant le silence, lui demandant la patience. Nicolas s'arrêta exactement devant le faux mur, si près que Manon pouvait voir son ombre projetée contre la roche. L'homme passa lentement sa lampe sur la surface, l'étudiant. « Ce mur a l'air bizarre, » murmura-t-il. « La couleur est différente. Regarde, Antoine, tu ne trouves pas que cette partie est plus propre ? Comme si quelqu'un l'avait déplacée. » Manon ferma les yeux. « S'il vous plaît, » pria-t-elle en silence. « S'il vous plaît, qu'il ne la trouve pas. » Antoine s'approcha. « C'est possible. Ou c'est peut-être juste une veine de roche différente. Cet endroit en est plein. » Un grondement lointain interrompit ses paroles. Il venait de quelque part plus profond dans la mine, un son grave et prolongé, comme si la montagne grognait. Puis un sifflement aigu qui résonna dans les galeries.
Antoine fit un bond en arrière. C'était quoi, ça? Des gaz piégés, dit Nicolas, bien que sa voix semble moins assurée. Ou le vent dans les galeries supérieures. Ou les esprits, murmura Antoine en se signant. Chef, je n'ai pas signé pour ça. Recouvrer des dettes, c'est une chose. Profaner une tombe, c'en est une autre. Ne sois pas superstitieux. Ces hommes sont morts ici. Leurs corps sont encore enterrés derrière ces rochers au 2e niveau. Nicolas garda le silence un moment. Quand il reparla, sa voix avait perdu une partie de son arrogance. D'accord. On vérifie cette zone rapidement et on s'en va. Je ne veux pas passer plus de temps que nécessaire ici. Il s'approcha de nouveau du faux mur, leva la main et frappa la surface avec les jointures. Le son était creux. C'est faux, dit-il avec une excitation renouvelée. Il y a quelque chose derrière. Antoine, la barre. Chef. La barre. Antoine lui tendit l'outil à contre-cœur. Nicolas l'inséra dans la fente et commença à faire levier. La roche commença à bouger lentement. À l'intérieur de la chambre, Pierre agit rapidement. Il prit l'un des coffres en métal et le poussa contre la porte de l'intérieur, utilisant son poids pour la bloquer. Monique et Manon l'aidèrent, empilant ce qu'elles pouvaient contre l'entrée. C'est coincé, grogna Nicolas de l'extérieur, poussant plus fort. Il y a quelque chose qui bloque de l'intérieur. Ça veut dire que quelqu'un est là, dit Antoine d'une voix tremblante. Nicolas frappa la roche du poing. Manon. Je sais que tu es là. Sors. Manon ne répondit pas, bien que les larmes coulent sur son visage. Écoute-moi bien, continua Nicolas, sa voix devenant plus menaçante. Tu peux rester là aussi longtemps que tu veux, mais tes enfants sont là-haut dans la maison des vieux. Seuls. Sans protection. Ce serait dommage que quelqu'un aille leur rendre visite pendant que tu es caché ici comme un rat. Manon sentit son sang se glacer. Mes enfants. Murmura-t-elle en se tournant vers Monique. Nous avons laissé mes enfants seuls. Calme-toi, dit Monique, mais sa voix tremblait aussi. Il ment. Il veut juste t'effrayer. Je mens? Rit Nicolas de l'autre côté. Antoine, monte à la maison. Ramène le grand garçon. Tu sais lequel. Mais, chef. Fais-le. Les pas d'Antoine s'éloignèrent rapidement, pataugeant dans l'eau, montant par le puits vers les niveaux supérieurs. Non. Cria finalement Manon, perdant tout contrôle. Laisse mes enfants tranquilles. Ah, te voilà, dit Nicolas avec satisfaction. Alors c'est vrai. Tu as trouvé quelque chose ici. Quelque chose de précieux. Et tu me le caches. Je ne te dois rien. Répondit Manon, sa voix se brisant entre la peur et la rage. Mon mari est mort. La dette est morte avec lui. Ce n'est pas ce que disent les papiers qu'il a signés. Et ces documents sont validés par un juge. Donc techniquement, légalement, si, tu me dois de l'argent. Et je vais l'encaisser, Manon. D'une manière ou d'une autre. Pierre s'approcha de la fente. Vous n'avez aucun droit d'être ici. C'est une propriété privée, et cette mine est fermée par arrêté préfectoral. Pierre? Ricana Nicolas. Le vieux mineur est encore en vie. Je pensais que tu étais déjà mort. Tu dois avoir au moins 100 ans. 87, répondit Pierre avec dignité. Et oui, je suis toujours en vie. Et j'en sais plus sur cette mine que quiconque. Y compris sur les moyens de la faire s'effondrer si nécessaire. Un silence tendu suivit ces mots. Tu me menaces, le vieux? Je t'avertis. Il y a des poutres maîtresses à ce niveau. Des poutres qui soutiennent tout le poids du 2e niveau. Si une personne sachant ce qu'elle fait voulait provoquer un éboulement contrôlé, elle pourrait piéger quiconque se trouve ici en bas. De façon permanente. Manon regarda Pierre, surprise. Le vieil homme lui fit un clin d'œil à peine perceptible. Il bluffait, mais Nicolas ne pouvait pas le savoir. Tu n'en serais pas capable, dit Nicolas, mais il y avait une pointe de doute dans sa voix. Mets-moi à l'épreuve. Touche encore à cette porte et tu verras. Un autre long silence. Manon entendait sa propre respiration, les battements de son cœur. Dehors, Nicolas faisait les 100 pas, réfléchissant.
D'accord, dit-il finalement. Je ne toucherai pas à ta porte pour l'instant. Mais je ne m'en vais pas non plus. Je vais attendre ici, dehors. Tôt ou tard, vous devrez sortir. Et quand vous le ferez, je prendrai ce que vous me devez. Plus les intérêts pour m'avoir fait perdre mon temps dans ce trou. On entendit le bruit de quelqu'un s'installant sur le sol. Nicolas avait tenu parole. Il allait attendre. Monique regarda Pierre avec inquiétude. Nous ne pouvons pas rester ici éternellement. L'air va manquer. Et les enfants? Je sais, murmura Pierre. Il nous faut une autre sortie. Il y a une autre sortie? Demanda Manon. Pierre hésita. Il y a un petit puits de ventilation. Très étroit. Il a été creusé comme issue de secours, mais personne ne l'a utilisé depuis 30 ans. Il est peut-être effondré. Ou il peut nous mener directement dehors. Où est-il? Le vieil homme éclaira le fond de la chambre. Derrière les caisses empilées se trouvait un trou dans le mur, à peine assez grand pour qu'une personne puisse passer en rampant. Là. Mais c'est dangereux. Et nous ne savons pas s'il débouche vraiment à l'extérieur ou s'il se termine en cul-de-sac. Manon regarda le trou sombre, puis la porte bloquée où Nicolas attendait de l'autre côté. Elle pensa à ses enfants. À Léo, terrorisé, traîné par Antoine. À Chloé, essayant de protéger ses frères avec son petit corps de 9 ans. Je vais essayer, dit-elle avec détermination. Je vais sortir par ce tunnel. Je vais rejoindre la maison. Je vais protéger mes enfants. Je viens avec toi, dit immédiatement Monique. Non. Manon secoua la tête. Vous devez rester ici avec Pierre. Bloquer la porte. Faire croire à Nicolas que nous sommes toujours tous à l'intérieur. Gagner du temps. C'est trop dangereux, protesta Monique. Tu pourrais rester coincé. Tu pourrais te perdre dans le noir. Mes enfants sont en danger, dit Manon. Et dans sa voix, il y avait une nouvelle dureté, une force qu'elle ne se connaissait pas. Il n'y a rien de plus dangereux que ça. Pierre lui tendit la lampe de poche fissurée. Suis-le tout droit. Ne dévie pas. Si tu arrives à une bifurcation, prends toujours le chemin qui monte, jamais celui qui descend. Et si tu vois la lumière du jour, cours vers elle sans te retourner. Manon prit la lampe, glissa la lettre de son père dans la poche de son pantalon et s'approcha du trou. Il était si petit qu'elle dut enlever son pull pour pouvoir se glisser dedans. Elle prit une profonde inspiration. Prenez soin des documents, dit-elle. C'est l'avenir de mes enfants. Et sans attendre de réponse, elle entra en rampant dans l'obscurité du puits de ventilation. L'espace était claustrophobique. Les parois lui frôlaient les épaules, le plafond était si bas qu'elle ne pouvait pas lever la tête. Elle devait avancer en se traînant sur le ventre, se poussant avec les coudes et les genoux. La lampe éclairait à peine quelques mètres devant elle. Elle rampa pendant ce qui lui parut des heures, bien que ce ne fussent probablement que des minutes. Le tunnel faisait des virages étranges, montait, descendait, se rétrécissait jusqu'à ce que Manon pense qu'elle ne pourrait plus continuer. Puis il s'élargissait un peu. C'est alors qu'elle entendit quelque chose qui la fit s'arrêter. Des voix lointaines mais claires, venant d'en haut, filtrant à travers les rochers. La voix d'Antoine et la voix de Chloé criant « Lâchez-le ! Ne le touchez pas !» Manon sentit la rage lui brûler la poitrine. Elle accéléra le rythme, ignorant la douleur dans ses genoux, ignorant les rochers qui lui écorchaient le dos. On y va, disait Antoine. Ta mère a quelque chose qui appartient à mon chef. Dès qu'elle le rendra, on te laissera partir. Elle n'a rien. Laissez-nous tranquilles. C'est le chef qui décidera, pas toi, petite. Manon vit de la lumière devant elle. La lumière du jour. Le tunnel se terminait par une sortie étroite couverte de buissons. Elle rampa plus vite, se poussant de toutes ses forces. Elle sortit du tunnel juste à temps pour voir Antoine sortir de la maison de Monique et Pierre, tirant Léo par le bras. Le garçon pleurait et se débattait. Chloé courait derrière, frappant inutilement le dos de l'homme de ses petits poings. Hugo et le bébé pleuraient depuis la porte. Quelque chose se brisa en Manon. Elle ramassa une grosse pierre sur le sol et courut vers eux, criant comme un animal blessé. Manon ne réfléchit pas, ne calcula pas, ne mesura pas les conséquences. Elle sentit seulement une fureur primitive, maternelle,
qui lui parcourut le corps comme un feu liquide. Elle courut vers Antoine avec la pierre levée, ses pieds nus. Elle avait perdu ses chaussures dans le tunnel, martelant le sol pierreux sans sentir la douleur. « Lâche mon fils !» rugit-elle. Antoine se retourna juste à temps pour voir cette femme sale, égratignée, le visage transformé par la rage, se jeter sur lui. Il n'eut pas le temps de réagir. Manon écrasa la pierre contre son épaule avec toute la force qu'elle put rassembler. L'homme hurla, lâchant Léo et titubant en arrière. « Vous êtes folle ?» Léo courut vers sa mère en pleurant. Manon le poussa doucement vers la maison. « Rentre !» Tous à l'intérieur. Antoine se remit du premier coup, se massant l'épaule. Il était plus grand que Manon, plus jeune, plus fort. Mais quand il essaya de s'approcher à nouveau, elle leva la pierre une fois de plus, ses yeux brillant d'une détermination sauvage. « Fais un pas de plus et je te jure que je te brise le crâne, siffla-t-elle. Le chef va. Je me fiche de ton chef, cria Manon. Je me fiche de la dette? Je ne te laisserai pas poser la main sur mes enfants. Tu m'as entendu? Jamais. Chloé avait couru dans la maison et revenait maintenant avec un manche à balai. La fillette de 9 ans se plaça à côté de sa mère, le manche levé comme une lance. On ne te laissera pas emmener Léo. Antoine regarda la femme et la fillette, toutes deux prêtes à se battre, et quelque chose sur son visage changea. Il recula d'un pas, levant les mains. D'accord, calmez-vous. Va-t'en, ordonna Manon. Va-t'en d'ici et dis à Nicolas de nous oublier. Nous ne lui devons rien. Il a des papiers signés par ton mari. Mon mari est mort, et je n'ai rien signé. Si Nicolas a un problème, qu'il aille voir un juge. Mais il ne touchera pas à ma famille. Antoine l'étudia un long moment. Puis, à la surprise de Manon, il hocha lentement la tête. Vous savez quoi? Vous avez raison. Ça a dérapé. Je me suis lancé là-dedans pour recouvrer des dettes, pas pour enlever des enfants. Il se frotta l'épaule là où Manon l'avait frappé. Je vais dire au chef que c'est fini. Comme ça? Demanda Manon, méfiante. J'ai des enfants, vous savez, dit Antoine à voix basse. 2. Une fille de l'âge de la vôtre et un garçon de 4 ans. Et si quelqu'un essayait de me les prendre pour une dette? Il secoua la tête. Non, c'est mal. Ça a toujours été mal. Il se retourna et commença à marcher vers la fourgonnette, mais s'arrêta à mi-chemin. Le chef est toujours en bas, dans la mine. Il va être furieux quand je lui dirai que je pars. Il va probablement me virer. Mais j'en ai marre de sa façon de faire. Merci, dit Manon en abaissant lentement la pierre. Antoine hocha la tête et monta dans la fourgonnette. Le moteur toussa plusieurs fois avant de démarrer. Le véhicule fit demi-tour et disparut sur le chemin de montagne, laissant derrière lui un nuage de poussière. Manon laissa tomber la pierre et s'effondra à genoux. Léo courut vers elle, la serrant fort dans ses bras. Chloé lâcha le bâton et se joignit à l'étreinte. Hugo sortit en courant de la maison, suivi par le bébé Lucas, qui rampait aussi vite qu'il le pouvait. C'est fini, sanglota Manon, serrant ses 4 enfants. C'est fini, mes amours. Plus personne ne vous touchera. Je le promets. Mais même en le disant, elle savait que ce n'était pas terminé. Nicolas était toujours dans la mine. Et Monique et Pierre étaient toujours piégés avec lui. Elle devait y retourner. Après s'être assurée que les enfants étaient en sécurité à l'intérieur de la maison, la porte verrouillée, avec Chloé chargée de veiller sur ses frères, Manon emprunta une paire de bottes à Monique, enfila un pull propre et retourna à l'entrée de la mine. Le soleil était haut. Il devait être près de 11 heures du matin. Elle avait passé des heures dans ces profondeurs, des heures qui lui avaient semblé des jours entiers. Elle prit une profonde inspiration et entra à nouveau. Elle connaissait le chemin maintenant. Elle descendit dans les galeries, passa devant les croix des 7 morts, descendit par le puits jusqu'au 3e niveau. L'eau glacée lui arriva de nouveau aux chevilles. Ses pas résonnaient dans l'obscurité. Quand elle arriva à la galerie où se trouvait la chambre secrète, elle vit une lampe de poche allumée sur le sol. Nicolas était assis, le dos contre le mur, en train de fumer une cigarette. En la voyant, il se leva d'un bond. « Manon? Tu es revenu? » « Oui, je suis revenu. » Nicolas étudia son visage sale, ses mains égratignées,
son regard dur. Où est Antoine? Il est parti. Il m'a dit que ça avait dérapé, qu'il ne voulait pas participer à l'enlèvement d'enfants. Nicolas jeta sa cigarette dans l'eau avec dégoût. Le lâche. Je l'ai toujours su. Il n'est pas fait pour ce métier. Il n'y a pas de métier, dit Manon en s'approchant. Il n'y a pas de dette. Mon mari est mort, et je n'ai rien signé. Mais lui, si. Et la loi? La loi ne dit pas que tu peux menacer une veuve. La loi ne dit pas que tu peux emmener un enfant. Ce que tu fais a un nom, Nicolas. Ça s'appelle de l'extorsion. Ça s'appelle une tentative d'enlèvement. Et ça peut t'envoyer en prison pour de nombreuses années. Nicolas serra la mâchoire. Ton mari me doit 10 000 euros. 5 000, corrigea Manon. Le reste, ce sont des intérêts que tu as inventés. Des intérêts qu'aucun juge n'approuverait. Et tu vas me poursuivre en justice? Toi, une veuve sans ressources? De derrière la porte de roche, on entendit un craquement. La pierre commença à bouger. Pierre et Monique la poussaient de l'intérieur. Lentement, l'entrée s'ouvrit. Pierre sortit le premier, portant son sac rempli de documents. Monique le suivait, tenant une petite boîte en bois. Ce n'est plus une veuve sans ressources, dit fermement Pierre. C'est l'héritière de Jean-Luc Martin. Propriétaire de 200 hectares de terre, propriétaire d'une maison de campagne à Florac, et propriétaire de comptes en banque totalisant plus de 50 000 euros. Nicolas cligna des yeux, confus. Quoi? Pierre sortit les documents du sac et les brandit. Tout est là. Titre notarié, certificat bancaire, testament enregistré chez un notaire. Le père de Manon a tout préparé avant de mourir, et nous en étions les gardiens. Monique ouvrit la boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient des liasses de vieux billets, mais aussi des pièces d'argent et de petites pépites d'or. Et ce n'est qu'une partie. Jean-Luc était un homme prévoyant. Il a gardé de l'argent liquide, des métaux précieux. Assez pour que sa fille ne connaisse jamais la faim. Nicolas regardait les documents, l'argent, l'expression de détermination sur les visages des trois personnes. Quelque chose dans sa posture changea. Ses épaules s'affaissèrent. L'arrogance disparut de ses yeux. Alors elle peut payer, murmura-t-il. Oui, dit Manon. Je peux payer les 5 000 euros d'origine. C'est la vraie dette. Rien de plus. Et je le ferai légalement, via une banque, avec des reçus et des documents qui diront exactement combien j'ai payé et pourquoi. Je ne te donnerai pas un centime de plus que ce qui est réellement dû. Nicolas garda le silence. Il semblait plus petit maintenant, moins menaçant. J'essayais juste de récupérer ce qu'on me devait. Mensonge, dit Monique d'une voix dure. Tu essayais de profiter d'une veuve vulnérable, d'une femme sans protection. Tu as pensé que tu pouvais l'effrayer, la manipuler, lui prendre ses enfants. Mais tu t'es trompé. Parce que cette femme n'est pas seule. Elle ne l'a jamais été. Manon fit un pas en avant. Je vais te payer la dette initiale. Mais après ça, je ne veux plus jamais te revoir. Je ne veux pas que tu t'approches de mes enfants. Je ne veux pas que tu mentionnes le nom de mon mari. Compris? Nicolas hocha lentement la tête. Compris. Bien. Alors attends dehors. Nous allons sortir avec les documents. Nous irons à la banque dans la ville la plus proche. Nous ferons le virement aujourd'hui même. Et après, tu disparaîtras pour toujours. Ils sortirent tous les quatre de la mine ensemble, marchant en silence dans les galeries que Manon connaissait maintenant. Quand ils arrivèrent à l'entrée, la lumière du soleil les aveugla momentanément. Manon respira l'air frais de la montagne, se sentant comme si elle renaissait. Ils prirent la fourgonnette de Nicolas, lui au volant, les trois autres à l'arrière, Pierre tenant sa pioche comme un avertissement silencieux, jusqu'à la petite ville d'Anduze, à 1 heure de route. La banque était petite, de celles qui avaient encore des sols en mosaïque et des employés qui connaissaient tout le monde par son nom. Le directeur, un homme d'âge mûr avec des lunettes épaisses, examina les documents de Manon avec un étonnement croissant. Ces certificats sont très anciens, dit-il, mais ils sont bien enregistrés. Et avec les intérêts accumulés pendant 30 ans. Il fit des calculs sur son ordinateur. Madame, vous avez le droit de réclamer 82 000 euros. Manon sentit ses jambes flageoler. 82 000 euros,
répéta le directeur en souriant. Les comptes de votre père étaient inactifs, mais l'argent a continué à générer des intérêts. C'est à vous. Tout est à vous. Ils firent le virement le jour même, 5 000 € sur le compte de Nicolas, qui dut signer un document officiel déclarant la dette entièrement soldée. L'homme quitta la banque en silence, sans se retourner. Manon ne le revit jamais. Mais quand ils retournèrent au hameau, quand elle serra ses 4 enfants dans ses bras et leur dit qu'ils avaient un avenir assuré, qu'ils auraient des terres, une maison, une éducation, tout ce dont ils auraient besoin, quand elle vit leur petit visage s'illuminer d'espoir, c'est là que les larmes arrivèrent enfin. Des larmes de soulagement, de gratitude, d'amour pour un père qu'elle n'avait jamais vraiment connu, mais qui l'avait protégé depuis l'au-delà. « Merci, papa », murmura-t-elle en touchant la lettre qu'elle portait toujours dans sa poche. « Merci de ne pas m'avoir oublié. » Cette nuit-là, alors que les enfants dormaient dans la maison de Monique et Pierre, Manon sortit regarder les étoiles. Le ciel des Cévennes était immense, noir comme du velours, parsemé de millions de points de lumière. Monique sortit la rejoindre, l'enveloppant dans un châle. « À quoi penses-tu, mon enfant ? » « Je pense que je suis arrivée ici en fuyant, » répondit Manon, brisée, effrayée, ne sachant pas ce que nous allions devenir. « Et maintenant, tu as un foyer, » compléta Monique. « Des terres, un avenir. Mais surtout, tu as quelque chose de plus important. » « Quoi ? » « Tu as découvert qui tu es vraiment. Une femme forte. Une mère qui se bat pour ses enfants. Une fille qui honore son père. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. » Manon sourit, essuyant une larme. « Vous allez rester ici, dans le hameau ? » Monique hocha la tête. « C'est notre maison. Nous vivons ici depuis 50 ans. Mais toi et les enfants, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le voudrez. Ou vous pouvez aller réclamer les terres que votre père a laissées. Ou vous pouvez faire les deux. L'avenir t'appartient maintenant. » Manon regarda vers les montagnes sombres, vers l'endroit où se trouvait la mine de Saint-Jérôme avec ses secrets et ses fantômes. Elle pensa à son père, travaillant dans ses profondeurs jour après jour, économisant chaque sou, planifiant chaque détail, tout cela pour une fille qu'il avait à peine connue. « Je crois que nous allons rester un peu, » dit-elle finalement. « Les enfants ont besoin de stabilité. Ils ont besoin de guérir. Et moi ? J'ai besoin d'apprendre qui je suis dans ce nouveau monde. » « C'est une bonne décision, » dit Monique en lui serrant la main. Mais juste au moment où Manon s'apprêtait à rentrer, elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter. Une silhouette au loin, debout sur le chemin qui menait au hameau. Une silhouette d'homme, grande, mince, portant un chapeau, qui les regardait. Monique la vit aussi. Sa main serra le bras de Manon. La silhouette fit un pas en avant, dans la lumière de la lune, et Manon put voir son visage. Son cœur faillit s'arrêter. C'était un visage qu'elle n'avait vu que sur de vieilles photographies jaunies. Le visage de son père, Jean-Luc Martin. Mais c'était impossible. Parce que son père était mort il y a plus de 20 ans. Manon resta paralysée, incapable de bouger, incapable de respirer. La silhouette était toujours là, immobile sur le chemin, baignée par la lumière argentée de la pleine lune. Le chapeau de paille, la posture légèrement voûtée, les traits qu'elle avait étudiés tant de fois sur cette unique photo que sa mère gardait dans une boîte à chaussures. Jean-Luc Martin. Son père. « Ce n'est pas possible, » murmura Manon, sentant ses genoux se dérober. « C'est impossible. » Monique, à ses côtés, regardait aussi la silhouette, les yeux grands ouverts. Mais sur son visage, il n'y avait pas de surprise. Il y avait autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. « Tu l'as déjà vu ?» dit Manon en se tournant vers la vieille femme. « N'est-ce pas ?» Monique mit un moment à répondre. Quand elle le fit, sa voix n'était qu'un murmure. 3 fois. La première, c'était la nuit après l'éboulement, il y a 30 ans. Pierre et moi l'avons vue, debout exactement au même endroit, regardant vers la mine. Nous pensions que c'était notre imagination, le traumatisme d'avoir perdu tant d'amis. Mais il était là, aussi réel que toi et moi. Et les autres fois ? Une fois, c'était le jour où ton père est mort, des années plus tard, à la ville. Ce même jour, bien que nous ne l'ayons su que des semaines plus tard, nous l'avons vu à l'aube, marchant vers la mine comme s'il allait travailler. Mais quand Pierre est sorti pour l'appeler, il n'était plus là. Monique se signa.
La troisième fois, c'était il y a 3 jours. La nuit avant ton arrivée. Je l'ai vu depuis la fenêtre, et j'ai su que cela signifiait que tu étais en chemin. Manon sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Mais qu'est-ce que c'est? Un fantôme? Mon père n'a jamais trouvé la paix? Ce n'est pas ça, dit une voix derrière elle. Elles se retournèrent toutes les deux. Pierre était sorti de la maison, portant une lampe à huile. Son visage ridé montrait un mélange de tristesse et de compréhension. Il s'approcha d'elle et regarda aussi la silhouette sur le chemin. Ton père n'est pas piégé ici, continua Pierre. Il est en paix. Il l'a toujours été. Ce que tu vois, c'est sa façon de dire au revoir. De s'assurer que tu as accompli ton destin, que tu as trouvé ce qu'il a laissé pour toi. Mais ça n'a aucun sens, dit Manon, les larmes commençant à couler sur ses joues. Les morts ne reviennent pas. Ils ne peuvent pas. Ces montagnes sont anciennes, dit Pierre d'une voix douce, plus anciennes que n'importe lequel d'entre nous. Et elles ont leurs propres règles. J'ai vu des choses dans ces montagnes que je ne pourrais pas expliquer avec des mots. Des lumières qui dansent entre les pins quand il n'y a pas de lune. Des voix qui appellent ton nom depuis des endroits où il n'y a personne. Et parfois les morts reviennent pour finir ce qu'ils ont laissé en suspens. Manon regarda de nouveau la silhouette. Cette fois, elle fit un pas en avant, puis un autre. Ses pieds nus sentant les pierres froides du chemin. Manon. Commença Monique, mais Pierre l'arrêta. Laisse-la. C'est son moment. Manon marcha vers la silhouette, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. À mesure qu'elle s'approchait, les traits devinrent plus clairs, les yeux sombres, le nez droit, la petite cicatrice sur le menton dont elle se souvenait de la photo. Elle s'arrêta à 5 pas de distance. « Papa » murmura-t-elle, la voix brisée. La silhouette ne répondit pas avec des mots, mais hocha lentement la tête. Et dans ce geste, Manon vit tout l'amour qu'un père peut ressentir pour sa fille, tout le sacrifice, toute la douleur d'avoir été absent. « Je ne t'ai jamais connu, dit Manon, les larmes coulant librement maintenant. J'avais 8 ans quand tu es mort. Je me souviens à peine de ta voix, de ton rire, de la façon dont tu me portais. » La silhouette de Jean-Luc leva une main, comme pour vouloir toucher son visage, mais sans y parvenir, comme s'il y avait une barrière invisible entre eux. « Maman ne parlait jamais de toi, continua Manon. Je crois que ça lui faisait trop mal. Et j'ai grandi en pensant que tu m'avais abandonné, que le travail était plus important que moi, que les mines comptaient plus que ta propre fille. » Jean-Luc secoua lentement la tête. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit, seulement un murmure que le vent porta jusqu'à Manon, « Tout était pour toi. » Et à ce moment-là, Manon comprit. Elle comprit les années de dur labeur, les longues absences, les économies gardées en secret. Tout avait été un acte d'amour. Un homme simple, sans éducation, sans autres outils que ses mains et sa volonté, essayant de construire un avenir pour une fille dont il savait qu'un jour elle en aurait besoin. « Je suis désolé, sanglota Manon. Désolé d'avoir mal pensé de toi. Désolé de ne pas avoir été là quand tu es mort. Désolé de ne pas avoir su. » Jean-Luc fit un pas en avant. Pendant un moment, un instant impossible, Manon sentit quelque chose, une chaleur, comme si une main la touchait doucement sur la joue, comme si son père l'étreignait à travers le voile qui sépare les vivants des morts. « Prends soin de tes enfants, murmura le vent avec la voix de Jean-Luc. Comme je n'ai pas pu prendre soin de toi. Je le ferai, promit Manon. Je vais utiliser tout ce que tu m'as laissé. Je vais leur donner une éducation, un foyer, un avenir. Tout ce que tu voulais pour moi. Jean-Luc sourit. C'était un sourire triste, mais plein de fierté. Puis, lentement, il commença à reculer, pas à pas, s'éloignant vers les ombres des montagnes. « Attends » cria Manon. « Ne pars pas encore. J'ai tellement de questions, tellement de choses que je veux te dire. » Mais Jean-Luc continua de reculer, et ce faisant, sa forme commença à devenir translucide, comme s'il était fait de brume, comme s'il n'avait jamais été complètement là. « Je t'aime » cria Manon, sa voix résonnant dans le silence de la nuit. « Merci pour tout. Merci de m'avoir protégé même après ta mort. Merci d'être mon père. » La silhouette s'arrêta un instant, leva la main dans un geste d'adieu, puis, comme de la fumée se dispersant, elle disparut.
Manon resta debout sur le chemin, regardant l'endroit vide où son père s'était tenu. Le vent soufflait entre les pins, apportant l'odeur de la terre et de la résine. En haut, les étoiles brillaient d'une intensité qui semblait surnaturelle. Elle sentit des mains sur ses épaules. Monique et Pierre l'avaient rejointe, l'entourant de leurs bras fragiles mais réconfortants. « Il est parti », dit doucement Monique. « Il peut se reposer maintenant. Il a tenu sa promesse. » Était-il vraiment là? Demanda Manon. Ou était-ce juste mon imagination? Est-ce que ça a de l'importance? Répondit Pierre. Il était là de la seule manière qui compte, dans ton cœur, dans ta mémoire, dans tout ce qu'il a laissé pour toi. Ils retournèrent lentement à la maison. Manon entra et regarda ses 4 enfants dormant paisiblement sur la paillasse. Léo avec le pouce dans la bouche. Chloé serrant Hugo dans ses bras. Le bébé Lucas faisant de petits bruits doux en rêvant. Elle s'agenouilla à côté d'eux et les embrassa un par un sur le front. « Votre grand-père nous l'a donné à tous. Et je vais honorer ce cadeau. » Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Manon, accompagnée de Monique et Pierre, se rendit à Mende pour réclamer officiellement les terres. 200 hectares de terrain fertile en périphérie de la ville, avec une source naturelle et assez d'espace pour cultiver, élever des animaux, construire une vie. La maison de campagne à Florac était également à elle, une solide construction en pierre avec 4 chambres, une grande cour et un jardin où poussaient des figuiers de Barbarie et des bougainvilliers sauvages. Mais le plus important furent les projets qu'elle commença à élaborer. Avec l'argent qui lui restait après avoir payé la dette, plus de 70 000 €, Manon décida d'investir judicieusement. « Je vais construire un atelier », dit-elle à Monique un après-midi alors qu'elle prenait un café sur le porche. « Sur les terres. Un endroit où je pourrais fabriquer des meubles, des objets d'artisanat en bois, quelque chose que Stéphane m'avait appris avant de mourir. Nous pourrons vendre sur les marchés, aux touristes. Et quand les enfants grandiront, ils pourront m'aider ou étudier ce qu'ils voudront. Ton père serait fier, dit Monique en souriant. Chloé aussi avait des projets. La fillette de 9 ans avait changé au cours de ces semaines. Elle n'était plus seulement une enfant effrayée, elle était plus forte, plus déterminée. « Maman, quand je serai grande, je veux être avocate », annonça-t-elle un jour. « Pour aider d'autres personnes comme toi. Pour que personne ne puisse abuser des veuves et des orphelins. » Manon la serra fort dans ses bras. « Tu seras une avocate magnifique. » Un mois plus tard, une fois toutes les formalités réglées, Manon et ses enfants emménagèrent dans la maison de Florac, mais ils promirent de rendre visite au hameau chaque mois. Monique et Pierre étaient devenus les grands-parents qu'ils n'avaient jamais eus. Le jour du déménagement, alors qu'ils chargeaient les dernières boîtes dans la Citroën 2CV d'occasion que Manon avait achetée, Pierre lui tendit quelque chose. « Ton père m'a demandé de te donner ça, dit-il, quand tout serait réglé. » C'était une petite boîte en bois sculptée à la main. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent avec une inscription, « Pour Manon, mon trésor le plus précieux. Avec mon amour éternel, ton père. » Manon le passa à son poignet et ne l'enleva plus jamais. Les années passèrent. La maison de Florac s'emplit de vie. L'atelier de Manon prospéra. Ses meubles devinrent célèbres dans la région pour leur qualité et leur beauté. Chloé grandit et, effectivement, étudia le droit. Léo devint un jeune homme responsable qui aidait sa mère dans son entreprise. Hugo découvrit une passion pour la musique, et Lucas, le bébé que Manon avait porté en fuyant à travers les montagnes, grandit fort et en bonne santé. Chaque année, le 2 novembre, jour des défunts, Manon emmenait ses enfants à la mine de Saint-Jérôme. Il déposait des fleurs fraîches près des 7 croix et ajoutait une offrande spéciale pour Jean-Luc Martin, du pain, des bougies, des photographies et un mot de remerciement. « Tu crois qu'il nous voit ?» demanda Léo une fois, alors qu'il avait 12 ans. Manon regarda l'entrée sombre de la mine, vers les montagnes qui se dressaient contre le ciel bleu. Elle toucha le bracelet en argent à son poignet. « Je sais qu'il nous voit, » répondit-elle. « Et je sais qu'il est fier. » Et de temps en temps, lors des nuits les plus claires, quand la pleine lune illuminait les Cévennes, Manon regardait vers les montagnes et voyait une silhouette lointaine, un homme au chapeau de paille debout sur le chemin, veillant, protégeant sa fille et ses petits-enfants pour toujours. 10 ans après cette nuit qui avait tout changé, Manon se tenait devant un groupe de femmes au centre communal de Florac. C'étaient des veuves, des mères célibataires, des femmes qui avaient tout perdu et ne savaient pas comment continuer. « J'ai été à votre place », leur dit-elle. Sans argent, sans espoir,
fuyant avec mes enfants, pensant qu'il n'y avait pas d'avenir. Mais j'ai appris quelque chose d'important. Nous ne sommes jamais aussi seuls que nous le croyons. Il y a toujours quelqu'un qui veille sur nous, même si nous ne pouvons pas le voir. Il y a toujours un héritage qui attend d'être découvert. Ce n'est pas toujours de l'argent ou des terres. Parfois, c'est la force, le courage, la capacité de se battre pour ceux que nous aimons. Les femmes l'écoutaient attentivement, certaines les larmes aux yeux. Et si j'ai pu m'en sortir, continua Manon, vous le pouvez aussi. Je vais vous aider. Nous allons toutes nous entraider. Parce que c'est ce que font les femmes fortes. Elles se soutiennent les unes les autres. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, elle trouva Chloé qui l'attendait. Sa fille aînée, maintenant âgée de 19 ans et en 2e année de droit, avait une expression sérieuse. « Maman, j'ai quelque chose à te dire, » dit Chloé. « J'ai trouvé des documents sur la dette de papa. Celle que Nicolas disait que nous devions. » Manon sentit un nœud dans son estomac. « Que as-tu trouvé ? » « La dette n'a jamais été réelle, » dit Chloé, ses yeux brillants d'indignation. « Papa a bien contracté un prêt, mais il l'avait entièrement remboursé avant de mourir. Nicolas a falsifié des documents, ajouté des intérêts inventés. Tout était une escroquerie. Tu en es sûr ? Absolument. J'ai les preuves. Nous pouvons le poursuivre. Récupérer l'argent que tu as payé, le mettre en prison. » Manon resta silencieuse un long moment, puis, à la surprise de sa fille, elle sourit. « Non. » « Quoi ? Pourquoi pas ? » « Parce que ça n'a plus d'importance, » dit Manon. « Cet argent, ces 5 000 €, c'était le prix de notre liberté. Le prix de pouvoir dormir en paix, de pouvoir recommencer à zéro sans peur. Et si je ne les avais pas payés, peut-être que je n'aurais jamais laissé partir la rage, le ressentiment. J'aurais passé des années à me battre dans les tribunaux, à revivre cette douleur. » Elle toucha la joue de sa fille. « Parfois, la justice, ce n'est pas de punir ceux qui nous ont fait du mal. Parfois, la justice, c'est de vivre si bien qu'ils ne peuvent plus nous atteindre. » Chloé la regarda avec admiration. « Tu es très sage, maman. » »« Non. Je suis juste une femme qui a appris que le plus beau cadeau que nous puissions faire à nos ennemis est notre indifférence. Et le plus beau cadeau que nous puissions nous faire à nous-mêmes est la paix. » Cette nuit-là, Manon sortit dans la cour de sa maison. La lune était de nouveau pleine, illuminant les terres qui étaient maintenant les siennes. Au loin, elle pouvait voir les montagnes, ces mêmes Cévennes qui l'avaient autrefois accueillie quand elle en avait le plus besoin. Elle toucha le bracelet en argent à son poignet. « Merci, papa, » murmura-t-elle au vent. « Pour tout. Pour l'héritage, pour les terres, pour l'argent. Mais surtout, merci de m'avoir appris que l'amour d'un père ne meurt jamais. Qu'il trouve toujours un moyen de protéger ses enfants, même depuis l'au-delà. » Le vent souffla doucement, berçant les arbres du jardin, et Manon sut avec une certitude absolue que son père avait entendu. Et que finalement, après des décennies de veille depuis les ombres, Jean-Luc Martin pouvait reposer en paix. Sa fille était en sécurité, son héritage était assuré, et son amour était éternel.